Merci de votre invitation. Je suis très heureux de venir, de parler après Jean-Marc. C'est toujours un plaisir. Effectivement, bon, il n'y a pas besoin de faire une longue présentation pour vous expliquer que nous sommes en plein désarroi sur la compréhension de la période que nous vivons. Bon, il est assez facile de se rassurer en se disant que nous sommes au milieu d'une nouvelle révolution industrielle, et c'est certainement le cas. Les révolutions industrielles, il n'y en a pas eu tant que ça. On peut dire que c'est la troisième. Il y en a eu une à la fin du XVIIIe siècle, c'était la révolution de la machine à vapeur. Il y en a eu une à la fin du XIXe siècle, pour aller vite, on va dire que c'était la révolution de l'électricité. Et nous sommes à nouveau dans une révolution industrielle, on va dire celle du numérique. Ayant dit ça, une des raisons, je crois, fondamentales pour lesquelles nous sommes en plein désarroi, pour lequel on assiste aujourd'hui partout à un formidable désarroi de la vie politique, la montée du populisme en particulier, qui fait partie désormais de notre environnement ordinaire, c'est qu'on ne sait pas encore exactement comment l'interpréter, et chacun individuellement ne sait pas quelle sera sa place dans cette nouvelle révolution numérique. On peut espérer y trouver une place, celle-ci ou celle-là, mais la vérité, c'est que nous sommes dans un tel moment de désarroi que les repères nous manquent. Et les économistes eux-mêmes font partie de ceux dont on attendrait qu'à l'image des Pitty hier, ils nous disent d'où on vient et où on va. Et ils sont les premiers à être eux-mêmes déchirés par des chapelles, avec, pour aller vite, deux groupes d'économistes. On peut dire les croyants, ceux qui pensent que cette révolution numérique, comme les précédentes, va nous amener à bon port, c'est-à-dire un monde de croissance, de pouvoir d'achat et d'emploi. Et puis, on va dire une autre moitié de la profession qui est exactement de l'autre côté de la barrière, qui pense que nous vivons une période de profond pessimisme. On se souvient que les économistes ont été longtemps malthusiens, convaincus que toutes ces choses nouvelles qui apparaissaient au XIXe siècle allaient s'interrompre. Et donc, on a un groupe d'hérétiques, de non-croyants qui pensent en réalité que nous vivons la fin du travail, la fin de la croissance. Et je voudrais, avant de trancher, nous aider à y voir plus clair, je voudrais restituer les termes de ce débat parce que je crois qu'il est très important. Alors d'abord, on a les optimistes, les croyants, les techno-optimistes, comme on dit parfois, qui sont représentés par des économistes très importants, en effet les schumpeteriens, comme disait Jean-Marc tout à l'heure, qui pensent que nous vivons dans un monde en expansion. Vous savez que les géophysiciens se disputent la question de savoir si nous sommes dans un univers en expansion qui irait vers un élargissement indéfini, ou au contraire un univers qui est en voie de rétraction, qui peut-être nous ramènerait dans quelques milliards d'années au Big Bang originel, avant peut-être qu'une nouvelle aventure se dessine. Donc nous avons des techno-optimistes qui pensent que le monde est en expansion et peut-être même en accélération. Et les grands prophètes de cette façon de penser les choses, les schumpeteriens, les théoriciens de ce qu'on appelle la croissance endogène, ont plusieurs prophètes eux-mêmes. L'un d'entre eux, très intéressant, s'appelle Ray Kurzweil, qui a écrit un livre qui s'appelle The Singularity is Near, qui travaille pour Google aujourd'hui, je crois, qui a été longtemps un chercheur au MIT, et qui explique cette accélération du temps en prenant quelques grandes dates de l'histoire humaine et qui montre qu'elles viennent à chaque fois d'une manière plus rapide que la précédente. Donc en remontant un peu en arrière dans l'histoire, on peut dire que Homo erectus est apparu il y a 1 million d'années, en fait c'est 2 millions, donc on va approximer les choses, que Homo sapiens sapiens comme nous-mêmes est arrivé il y a 100 000 ans, en fait c'est 200 000 ans, ça ne change pas grand-chose, 1 million, 100 000. L'agriculture elle-même, le grand moment dans lequel l'histoire humaine bifurque, c'était il y a 10 000 ans. L'électricité, c'était il y a 100 ans. Les smartphones, c'était il y a 10 ans. Bref, quelque chose qui fait que les grandes étapes viennent à chaque fois 10 fois plus vite. Et nous vivons aujourd'hui à suivre cette histoire à un rythme, un niveau d'accélération dont toute la question est de savoir justement si l'espèce humaine va pouvoir y survivre. Une métaphore qui est utilisée par Ray Kurzweil pour faire comprendre ce que signifie cette accélération dans laquelle nous vivons, c'est cette célèbre loi de Moore dans laquelle nous sommes tous plongés, qui veut que la puissance des microprocesseurs soit multipliée par 2 tous les 18 mois. Le journal anglais que vous connaissez tous, The Economist, avait essayé de mesurer ce que ça voulait dire que cette multiplication par 2 tous les 18 mois de la puissance des microprocesseurs, en regardant où se tiendrait aujourd'hui le plus grand building du monde si, depuis le moment où cette loi de Moore a été énoncée, c'est-à-dire à la fin des années 60, bien, si elle s'était appliquée à la taille des immeubles, et il concluait que, par exemple,
eh bien, le plus grand immeuble qui pouvait exister avant, c'est-à-dire le World Trade Center, aujourd'hui pourrait aller jusqu'à la Lune, tout simplement, s'il avait suivi cette multiplication par 2 tous les 18 mois. C'est dire physiquement ce que ça veut dire que cette multiplication par 2. Et une métaphore qui est utilisée par Ray Kurzweil pour faire sentir la puissance de cette accélération, c'est la célèbre histoire de l'inventeur du jeu d'échecs, donc l'anecdote évidemment totalement fausse, mais qui fait partie de la légende de ces nouvelles technologies. C'est cette anecdote de l'inventeur du jeu d'échecs qui vient présenter à un empereur indien sa découverte. L'empereur indien est tout à fait fasciné par ce jeu aux combinaisons infinies, demande à l'inventeur « Qu'est-ce que je peux faire pour te récompenser ?» Et l'inventeur dit de manière un peu ingénue, c'est très simple, Votre Altesse, je ne sais pas comment il l'appelait, vous allez mettre un grain de riz sur la première case, 2 sur le deuxième, enfin bon, histoire bien célèbre, puis 3, puis 4, enfin, vous multiplierez à chaque fois par 2 le nombre de grains de riz que vous mettrez sur les cases de l'échiquier. Et au bout du compte, pour les mathématiciens, quand on ajoute tout ça, ça fait 2 puissance 64 moins 1 grain de riz, on va dire 2 puissance 64 grains de riz sur l'échiquier, c'est-à-dire plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Donc quelque chose de tout à fait impossible à satisfaire. Et lorsque l'empereur se rend compte que l'inventeur s'est en réalité moqué de lui, l'anecdote veut qu'il lui a en réalité coupé la tête. Et on voit ici ce que ça signifie, que cette puissance de la multiplication par 2, que cette demande infinie qui aurait été présentée par l'inventeur à l'empereur. Mais cette anecdote est utilisée par Ray Kurzweil et puis d'autres penseurs comme McAfee et Bryanson, les auteurs d'un célèbre livre qui s'appelle The Second Machine Age, le deuxième âge de la machine. Le point important, c'est que quand on arrive à la première moitié de l'échiquier, quand on a rempli juste la première moitié en grains de riz, donc là ça fait 2 puissance 32 moins 1 grain de riz sur l'échiquier, en fait à ce moment-là l'empereur ne se rend pas compte qu'il a été berné par l'inventeur, on est encore à ce moment-là dans un grand champ de riz. Et c'est seulement dans la deuxième moitié de l'échiquier, quand on commence à multiplier par 2 ce grand champ de riz et encore par 2 et encore par 2, que l'idée de l'infini s'approche. Et pour Kurzweil, nous sommes en train de rentrer dans cette deuxième moitié de l'échiquier où on va commencer par multiplier par 2 des puissances de calcul qui sont déjà considérables. Et c'est ça qui va nous faire approcher ce point que Kurzweil caractérise comme le point de singularité. Et ce point de singularité, c'est quand notre puissance de calcul deviendra si considérable qu'au fond, nous passerons de l'autre côté de l'espèce humaine. Et qu'est-ce qu'il a en tête? Mais il a tout simplement en tête le fait qu'il donne un exemple très fort, très puissant. À la vitesse où va la loi de Moore, eh bien, c'est simple, dit-il, en 2050, on pourra faire rentrer dans une clé USB la totalité de l'intelligence humaine contenue dans un cerveau. Toutes les informations contenues dans un cerveau tiendront dans une clé USB. Et bon, évidemment, à partir de ce moment-là, on pourra peut-être envisager l'immortalité si on peut transférer sa sensibilité, son intelligence sur une clé USB qui vous permettra, une fois que vous aurez changé de corps, de continuer de vivre avec les informations que vous avez déjà vécues précédemment. Et il va encore plus loin, il dit si on continue à ce rythme-là, en 2070, c'est toute l'intelligence de l'ensemble des 10 milliards d'humains qui pourra tenir à son tour dans une clé USB. À ce moment-là, l'homme prendra sa revanche sur la finitude écrasante pascalienne de la vie dans laquelle il est, c'est-à-dire que l'intelligence humaine saturera l'univers et nous permettra de passer à autre chose. Et en attendant, évidemment, on a toutes sortes d'étapes intermédiaires. Je parlais de l'immortalité. Kurzweil prend très au sérieux cette idée que nous allons, avant la fin du XXIe siècle, vers l'immortalité, quand on pourra faire une synthèse entre le biologique et le numérique. Il est le chef d'un courant de pensée qui s'appelle le transhumanisme, cette fusion entre l'informatique et le biologique qui nous propulse dans un monde de science-fiction. Quand on lit ça en France, on a l'impression que tout ça, c'est un peu de la rigolade, de la plaisanterie. En fait, mes collègues américains qui travaillent dans les grandes universités disent que quand ils proposent un projet de recherche à la NSF, qui est l'équivalent du CNRS américain, s'ils arrivent à mettre dans leur projet de recherche transhumanisme, alors l'anecdote veut que leur projet de recherche est en gros multiplié par 2 parce que les autorités scientifiques américaines prennent très au sérieux ce projet de recherche. Et comme l'arbitre en dernier ressort de toute la recherche scientifique américaine, c'est le ministère de la Défense, eh bien, le ministère de la Défense, lui, est très intéressé par cette fusion du biologique et du numérique. Il veut que ses soldats soient capables, en effet, d'être à la fois des robots et des humains. D'immenses quantités de dépenses sont faites pour que les robots puissent faire la guerre à la place des humains et que les humains eux-mêmes soient des produits hybrides.
hybride. Donc aux États-Unis, ce programme de recherche, celui du transhumanisme, est absolument vital, crucial. Et comme c'est les États-Unis en général qui donnent le là en matière de technologie, il faut prendre tout ça très au sérieux. Le temps passe. J'accélère pour dire que voilà, on pourrait continuer et se laisser griser par l'idée d'une croissance exponentielle portée par cette façon de voir les choses. Maintenant, en face de ces techno-optimistes, un peu docteur Folamour à leur manière, il y a beaucoup d'économistes qui pensent qu'en réalité, la révolution numérique ne tient pas ses promesses et que d'une certaine manière, elle est vouée à décevoir tous ceux qui y voient le gardien d'une nouvelle croissance économique. Donc le plus célèbre d'entre eux, c'est quelqu'un qui s'appelle Robert Gordon. On peut compter aussi parmi les pessimistes des grands économistes comme Larry Summers, qui a relancé le concept de stagnation séculaire. Et que disent ces gens face à l'optimisme débridé des Ray Kurzweil? Ils disent, bon, très bien tout ce que vous nous annoncez, mais si je regarde ce qui se passe depuis 30 ans et quelques que cette révolution numérique a commencé, je ne vois que de la décélération de croissance économique. La croissance économique ne cesse de baisser depuis le début des années 80. Elle valait encore 3% dans les années 80, dans un pays comme la France ou l'Allemagne ou la zone euro. Elle est passée à 2, elle est passée à 1,5, elle est passée à 1, et en fait, depuis une dizaine d'années, bien sûr, il y a eu la grande crise, on est plutôt sur des rythmes entre 0,5 et 1% de croissance, ce qui veut dire que cette magnifique révolution numérique, on n'en voit pas les fruits en termes de croissance. Et si on sort de l'Europe, on regarde les autres pays, le Japon, qui était donné dans les années 80 comme la nouvelle grande puissance qui allait dépasser les États-Unis, depuis la grande crise financière des années 90, est sur un rythme de croissance faible. Taux de croissance moyen du Japon depuis 30 ans, c'est 0,7%, c'est un peu peut-être ce qui nous attend nous-mêmes. Et si on va aux États-Unis, qui est le pays leader de toutes ces technologies, eh bien, ce que les statistiques que mon collègue Thomas Piketty a mis en scène et qui lui ont valu la notoriété internationale, c'est que pour 90% de la population américaine, la croissance économique depuis 30 ans a été nulle, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé du tout. Toute la croissance économique a été captée par les 10% les plus riches, et au sein de ces 10% les plus riches, la moitié de la croissance économique a été captée par le 1% le plus riche. Et en fait, on pourrait même continuer, au sein de ce 1%, la moitié de leur propre croissance économique a été captée par le 0,1%. C'est une propriété qu'on dit fractale, c'est-à-dire qu'on a toujours la même image, aussi précise que soit le regard qu'on a. Donc, comment on fait pour réconcilier ces données sur la croissance qui sont terrifiant, il n'y a plus de croissance, et bon, ces promesses du numérique, qui, on voit bien, sont en train de révolutionner déjà nos vies. Alors le temps passe, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails, on en parlera ensuite dans le débat, mais pour aller vite, la question centrale, c'est évidemment celle qui nous occupe, c'est celle du travail. Et il y a deux interprétations possibles de ce que font les technologies dans l'histoire humaine et aujourd'hui. L'une, c'est de dire que les technologies sont complémentaire du travail humain, ça veut dire que c'est un peu comme le café et le sucre, il faut les deux pour que ça fasse un bon breuvage, et à ce moment-là, on voit bien que ça marche bien, l'un donne 10, l'autre donne 10, quand c'est complémentaire, c'est comme les leviers d'Archimède, ça fait 10 fois 10, ça fait 100, mais une autre interprétation, c'est que pour beaucoup d'emplois, les technologies sont substituables du travail humain. Un substituable, c'est quand c'est l'un ou l'autre, c'est le café ou le thé, pas les deux à la fois, enfin, en général. Donc on est là dans une grande question. Si c'est substituable, ça veut dire que les technologies remplacent le travail humain et donc ne lui donnent pas la force qui lui permet de s'enrichir. Et pour le dire encore bêtement, ce n'est pas 10 fois 10, c'est plutôt 10 plus 10. Et là, on peut comprendre que la croissance économique est plus faible. Et le débat fondamental, celui qui devrait nous habiter tous, c'est de comprendre si on est dans une période de transition, les technologies remplacent les humains, mais bientôt deviendra complémentaire des humains en général, ou si au contraire, elles ont vocation, comme dans les films de science-fiction, à remplacer véritablement les humains. Et là, on ne peut pas avoir de diagnostic en général. Il y a des technologies qui remplacent les humains, il y a des technologies qui sont complémentaires. Peut-être que le diagnostic qu'on doit faire aujourd'hui, c'est que pour l'instant, il y a un plus grand nombre d'emplois qui sont remplacés par les logiciels que des emplois qui sont complémentaires des technologies elles-mêmes. Si on veut se projeter dans l'avenir, et là encore le temps file, et je veux terminer sur une note optimiste, et on parlera des débats sur les réformes dans notre échange avec Jean-Marc tout à l'heure. Si on veut terminer sur une note optimiste, on peut revenir sur un événement tout à fait décisif,
tout cas symptomatique de l'évolution de la puissance des nouvelles technologies, c'est le jour où Garry Kasparov a été battu par l'ordinateur Big Blue d'IBM. Ce jour-là, on s'est dit, l'intelligence des ordinateurs est beaucoup plus forte que le meilleur de tous les humains possibles, Kasparov lui-même. Et donc, par rapport à cette anecdote de départ sur l'échiquier, la technologie, elle sait multiplier par deux la puissance de chacune des cases. Mais Kasparov lui-même a inventé une nouvelle tradition, c'est les oppositions freestyle, où un ordinateur et un humain peuvent combattre, et des humains autant qu'on voudra, peuvent combattre contre un humain et un ordinateur. Et là, ce que Kasparov a montré, c'est qu'en réalité, la meilleure paire, ça n'est pas le champion du monde avec le plus grand ordinateur, mais de bons professionnels de l'informatique, de bons joueurs d'échecs avec un ordinateur de taille mesurée. Là, on est dans un monde où la complémentarité se joue à plein entre l'intelligence humaine et celle des cerveaux. Et celle des ordinateurs. Et toute la question du XXIe siècle, c'est de savoir où cette complémentarité va-t-elle avoir lieu. Est-ce qu'elle va se faire en haut de l'échelle sociale, comme c'est le cas jusqu'à présent, où les grands traders, les grands financiers, les grands patrons de toutes sortes d'entreprises peuvent d'un clic donner des ordres à la terre entière? Est-ce que c'est tout en bas ou est-ce que c'est au milieu de la distribution des revenus? Aujourd'hui, la classe moyenne, notamment aux États-Unis, est la grande perdante de cette révolution technologique. Tout l'espoir du XXIe siècle et tous les efforts qui doivent être faits pour sortir cette classe moyenne de cette situation de désespoir où elle est, c'est de penser que de nouvelles tâches au milieu de la distribution des revenus pourront être complémentaires des technologies, ce qui suppose un formidable travail de formation, de réflexion sur l'évolution des métiers, sans lequel ce que Piketty annonce, c'est-à-dire une société dans laquelle le 1%, le 0,1%, etc., continuera de s'enrichir pendant que le reste de la société se paupérisera, eh bien, nous amènerait évidemment à une catastrophe politique dont on voit les traces aujourd'hui avec la montée du populisme. Voilà.